L'océan comme source de vie, mais comme la vie tout aussi imprévisible. Il suffit d'un rien pour qu'une existence bascule. Ce que la vie vous donne, elle peut aussi vite vous l'enlever. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai accompagné jusqu'au bout, donc j'ai tout vu. Voilà, tout. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier soir. Et je l'ai vu, la mort. Et effectivement, c'est à la fois un sentiment de mélange de peur, de tristesse, d'étonnement, d'incompréhension. Voilà, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je me suis battu avec mes outils, à ma manière. C'est certainement pas parfait. J'ai certainement fait des erreurs. En tout cas, tout s'est écroulé. J'avais plus rien, plus rien. Il n'y a que ça qui a pu me faire exister et sortir de quelque chose qui aurait pu me faire descendre aux enfers. J'ai été fondamentalement touché et il m'a fallu 10 ans. Réellement, j'ai à peu près réfléchi là récemment, 10 ans pour me relever. Après, j'ai tout caché. Voilà. Pour Ludovic Duloup, la discrétion est une force. C'est elle qui a permis à l'athlète issu de cette caste, qu'on appelle les watermen, de se reconstruire. Ici, dans l'intimité du Pays basque. À 33 ans, alors au sommet de sa forme, rivalisant avec les meilleurs rameurs du monde, il est frappé par le destin. Sa compagne, Karen, est emportée par la maladie et Ludovic reste seul. Dans quelques mois, le waterman français participera à la plus importante course de rame au monde, la légendaire Molokaʻito Oahu à Hawaï. Des années après ses premières apparitions à cette épreuve ultime d'endurance aquatique, Ludovic décide aujourd'hui de préparer son retour sur l'archipel hawaïen. Mais cette fois-ci, il le fait pour lui, comme une revanche sur la vie. C'est quand même pour moi que je le fais, pour me rassurer, pour essayer de savoir, de savoir où j'en suis et si je peux affronter à la fois l'endroit, je l'ai déjà fait, mais à la fois les meilleurs lifeguards, maîtres nageurs sauveteurs du monde. Je me suis toujours dit qu'un grand luxe pour un sportif, c'était de faire la rune le matin et d'aller dans l'océan l'après-midi. Et pour moi, ça, c'est une journée complète. Voilà, alors dans l'océan, ça peut être surfer des vagues. En général, quand l'océan est gros, j'évite la rune le matin parce que je vais garder l'énergie dans les jambes et l'énergie mentale et l'énergie qu'il faut pour affronter les grosses vagues d'ici.
Les châtaigniers sont en fleurs. Ça c'est un de mes repères, ça. La fleur de châtaignier. Là, t'es au cœur de l'été, quoi. Puis pour se croiser, il faut presque avoir un peu de chance parce que le massif il est assez grand, il y a plusieurs axes, plusieurs accès. Donc au lieu de faire toujours ramer ou toujours le même sport, bah déjà voilà, en plus ça me garde les jambes entraînées. Donc les jambes pour le surf ou pour le stand-up et le cadre est magique. Donc ça c'est vraiment, tu le rajoutes à ton endurance générale. Mais ça servira à rien de courir. C'est vraiment fatigant, épuisant. Et le sport là, je m'entraîne spécifiquement pour le paddleboard. Donc c'est vraiment, il faut savoir dissocier les efforts et privilégier certaines choses plutôt que d'autres. Donc là, c'est de l'endurance qu'on cherche. Tu rajoutes ça. Je dis que je surfe un peu la terre et le rocher. C'est-à-dire que je vais observer, scanner le sol. Et ça va peut-être m'amener un petit peu plus de réflexe dans l'eau. Ça va m'amener, alors que c'est différent, eh ben, ça peut venir m'amener des choses en plus. Des réflexes, un assouplissement un peu de la cheville, l'œil. Et de passer sur ces terrains un peu accidentés, ça va aussi m'amener peut-être quelque chose qui va me servir dans le surf ou en stand-up sur la lecture du plan d'eau ou en proprioception. Voilà, donc je recoupe le maximum de choses tout en me faisant plaisir et en étant dans un cadre, voilà, et effectivement c'est un cadre magnifique. Et donc ça me touche à l'intérieur, ça. L'endroit, puis comme je t'ai dit, les observations, certains rapaces, certains oiseaux, certaines lumières. Le surfeur, on va dire, le surfeur qui aime la nature et qui s'adonne à son sport, il est certainement sensible et il est touché par la nature et il vit et il recherche une harmonie, ce qui fait que beaucoup partent vers l'écologie ou sont en rapport à la protection de la nature. Bonne continuation. Oui. Je croyais que les jeunes y restaient au lit le matin. Ouais, mais des fois ils se lèvent. Ah oui, je vois. Bon, c'est bien, monsieur. Allez, vous aussi. Oui, on va essayer. Ludovic aime l'océan. Mais même s'il est habitué à chasser les grosses houles hivernales en surf, en stand-up paddle ou à ramer seul des kilomètres au large de la côte basque, pour lui, cette connexion avec l'élément terre-nature est désormais essentielle à son équilibre personnel. C'est ici que réside sa paix intérieure. Après des saisons à parcourir le globe à la recherche de victoires et de trophées, le sens de sa quête a évolué. Ça, c'est peut-être plus important au final en soi que le sport, mais je le fais passer au second plan. Mais c'est peut-être ça le plus essentiel finalement. Ces moments-là, voilà, de bien-être, voilà, c'est le bain après la rune. Et ça permet de récupérer, de refroidir le corps qui est monté en température. Donc ça a du sens. C'est un endroit spirituel, fort. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher à 10 000 loin de chez soi. Ici, il y a tout, quoi. Et l'eau, elle est pure. Ça m'aide à récupérer. Donc je rentre chez moi, j'ai moins chaud, je suis mieux. Je peux passer à autre chose. La douleur psychologique, certains disent qu'elle est plus importante que la douleur physique. Donc j'avais une énorme douleur psychologique, je pense, je peux redire ça, et que donc le fait de ramer, de repousser mes limites et de réexister, parce que j'étais plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'es impuissant. Chez lui, Ludo se prépare et peaufine les moindres détails. La date du départ pour la course approche. Je fixe le long pour pas qu'il soit branlant, comme on dit. Pour qu'il soit fixe. Le but de l'entraînement, c'est d'alterner différents types de sorties, plutôt techniques,
un peu plus longue, voilà. Donc là, on va faire un peu plus long, là, on va faire peut-être 3 heures, peut-être plus. Un petit peu au large, on va voir sur quel parcours, selon le vent et la marée, quel parcours on utilise. Comme dans beaucoup de sports d'endurance et de force, et quand le niveau d'exigence est haut, ce qui est le cas du challenge que je me fixe, c'est-à-dire que si tu es juste bourrin ou si tu es juste cardio ou si t'as juste fait ta muscu, tu vas être assez déçu. Voilà, il y a plusieurs sports de glisse, ça n'est un. Et ça n'est un qui est physique, qui demande d'avoir bossé un petit peu ses partitions. Ludovic retourne à Hawaï avec d'autres motivations, mais le niveau d'exigence, lui, n'a pas changé. 32 miles, 52 km de rame en plein océan, il faut être prêt. Au large de la baie de Saint-Jean-de-Luz, Ludovic répète ses gammes aquatiques en compagnie de son ami et pilote de bateau, Chabi Martiarena. Il est en train de passer à côté d'un haut fond. Un haut fond qui est très connu, où il y a eu pas mal de morts ici. Un bateau avec de l'électronique, lui il passe tout seul, sans électronique, avec des simples amers qu'il a repéré auparavant. Il parle plus à personne, il change de planète. C'est le moment où il devient poisson. Je ne sais pas s'il est poisson ou oiseau, mais il est plus humain, ça c'est sûr. Ah, quand tu veux ramer, il a le regard d'un mec qui est tout à fait concentré sur son truc et il a le sourire d'un enfant au coin des lèvres. On dirait un enfant au parc de jeux. C'est énorme. Tu savoures avec lui autant que lui-même. Alors qu'on le regarde juste. Tu vois que là il est chez lui quoi. Il est en sécurité. Dans l'eau, il est en sécurité, il fait partie de l'eau. C'est de l'eau qui coule dans ses veines. Il doit avoir des ancêtres pirates. Et n'empêche que Chabi, c'est du surf. Bien sûr. Mais alors, c'est de Pas que du l'endurance. physique, justement, c'est aussi du plaisir. Eh oui. Et en plus, ça permet de lire la mer. Alors aujourd'hui, tu vois, voilà, tu te dis, bon, il n'y a pas trop de houle. C'était Mariotte, alors à la fin, il y a les réflexions. Et à la fin de la Monoca, il y a ces réflexions aussi. C'était super agréable. 2h50, 21 km. Ouais, là j'en ai marre, ouais, j'aimerais bien monter sur le bateau, boire une bière et tout ça. Ben là, je vais faire une demi-heure de... Alors là, c'est là où on parle du mental. Donc là, je vais faire une demi-heure fractionnée, un aller vite et très bien ramé, très bien nagé, physique, ça fait 250 mètres, et le retour, un travail d'amplitude, de technique, de basse cadence. Et ça, je vais faire ça x10, x15, peut-être même un peu plus qu'une demi-heure. Ludo is an interesting character. He's very intense. He's very driven, very focused, nearly to the point of, nearly to the point of probably driving himself crazy. You know what I mean? Il a vécu un drame personnel qui a été très 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 dur, et il a trouvé la force d'assumer les problèmes auxquels il était confronté, enfin c'était pas lui directement, grâce à l'entraînement. Donc il se mettait mais c'était inhumain. Il sortait en pleine mer, dans des mers, il y avait 4 mètres de houle, il allait s'entraîner, il faisait 10 degrés, mais des trucs de fou. Même nous, ses copains, on le prenait pour un malade, quoi. Il compensait cette souffrance par des efforts, et en se disant que, se fixant des objectifs, ça l'endurcit. C'est un gars qui a pris des coups dans sa vie, beaucoup. Ouais. Everyone has a different story.
and it's how you deal with that. And some people are able to turn those negatives or hardships, through their childhood and stuff into positives and mental fortitude, and other people don't, and that's the difference between someone that, can get through those tough times as an athlete and push through the pain barrier and get out the other side and really show how tough you are, because you sort of have to be tough to do this stuff. If you ask anyone who's a real hardcore paddler, what race they would want to win the most, I think the answer would be the Molokai to Oahu race. C'est des alizés, ça devient relativement stable. Après des mois de préparation, Ludo n'est plus qu'à quelques heures du départ. Son ami, le waterman breton Alban Cornic, lui aussi spécialiste de la discipline, l'accompagne. On est pareil, à Nest, tu vois, donc c'est parfait pour vérifier si jamais on tape vers un peu au sud ou vers Cocoette justement, et qu'on finit le long de la falaise, là je pourrais te dire. Et là le jour de la course, tout est bondé. Tout est bondé, le parking est plein. Et là il te reste 2 km, 2 km 5, où le vent, ça fait un effet Venturi entre Cocoed et cette montagne. Tu te retrouves quasiment face au vent. Et là, il peut aussi se passer des choses parce que tu as quelques vagues à surfer. Donc ici, moi, je vais repérer tout ça parce que c'est des petits détails. Mais l'idée, c'est de faire le mieux possible jusqu'au bout. Et tu rames, tu rames, tu rames. Et là, la ligne d'arrivée, elle est ici. Là. Et ensuite, on rame et on sort. Il nous faut un peu de temps pour remarcher tout. Et on sort ici. Tu verras, il y a les tentes partout. Ça fait 3 ans et demi que je travaille sur la planche, 3 ans et demi, et j'ai jamais eu une aussi bonne planche. J'ai essayé de m'entraîner 2 fois par jour. Je n'ai plus vu les copains, j'ai plus vu personne. Ça fait 2 mois que je ne vois plus personne, y compris ma compagne. Le travail, il a été fait, il est fait. Donc je me sens prêt. Par curiosité, j'ai eu envie de venir ici et me tester, me mesurer à eux. Alors, en 2004, j'ai fait ma première course Molokai avec aucune expérience. Et j'ai pris une belle branlée. Six participations plus tard, Ludovic a acquis au fil des courses l'expérience et la sagesse requises pour cette épreuve unique où mental et physique ont autant d'importance. Tu ne peux pas performer ici si tu n'as pas ressenti, compris les éléments. Ça demande une expérience. Alors soit tu es génial et tu nais avec cette expérience, ce qui n'est pas mon cas, soit du coup tu dois te la construire, cette expérience. Alors là on est vraiment dans tout ce qui va cheminer, donc des années de boulot. Alors on travaille sur les planches, on travaille sur l'orientation en mer, on travaille sur l'endurance. Pas mal, j'ai perdu un bidon. J'ai perdu un bidon, mais j'ai appris quelque chose dont je n'étais pas certain. Maintenant j'en suis sûr. Le départ approche. Ludovic doit maintenant faire le vide autour de lui, s'isoler et prendre des forces. On va devoir donner beaucoup, donc 6 heures d'effort à plein régime. Et le but du jeu, c'est que le corps puisse avoir toutes les recharges énergétiques, on va dire, nécessaires pour tenir l'épreuve et pour passer au-delà des 3, des 4 heures. Le but, c'est de bien se reposer, bien manger. La logistique est lourde sur une course comme ça. Je l'ai revu hier, là. C'est un petit peu la clé du match. C'est d'arriver à avoir une très bonne logistique sans trop stresser et en restant le plus calme possible pour justement être focus dans ce que tu sais faire le mieux.
faire une course comme ça, tu es obligé d'avoir un boat captain, c'est-à-dire un bateau qui te suit pour la sécurité, pour parfois la ligne à suivre, pour toutes ces raisons-là. Ils ne te laissent pas partir l'organisation sans bateau. Alors, comme nous, on va aller en avion depuis l'île d'Oahu, là où on est, jusqu'à l'île de Molokai, avec un petit avion de main, lui, le bateau, il va nous transporter notre planche et je vais récupérer demain la planche sur la petite plage de Molokai avec mon matelas, avec ma bouffe, avec la nourriture, avec certaines choses qui vont être amenées par Don et son fils. C'est la course lui-même avant. Si les motivations de Ludo, plus profondes désormais, ont évolué, son caractère de compétiteur, lui, est toujours présent. Et l'ambition d'exceller aussi. En Europe, en France, on part de très très loin par rapport à ce sport-là. Donc mon rêve, c'est de la gagner pour moi. Et mon ambition, c'est d'être dans l'élite, dans le top du top. Nice, Oh yeah. the one I've got. And Ah ouais, boat captain. c'est un peu l'équivalent de l'Ironman d'Hawaï. Une course donc dure, longue, en plein océan. Et elle a commencé en 1997, ça fait la 20e édition cette année. Et au début, ils étaient 5-6. Et puis tous les meilleurs lifeguards du monde sont arrivés. When it all came down to it, everyone converged to Hawaii for that last Sunday in July, and you had the best of the best. And everyone turned up. They knew that this was the race that everyone wanted to win. Everyone wanted to be the world champion at Molokai. C'est comme une régate, puisque c'est une régate de plein océan. On part à 400 mètres du bord, sur une ligne, entre deux bouées. Et c'est un départ comme les départs de régate en pleine mer, avec des drapeaux qui s'agitent avec les 5 minutes, les 2 minutes, la minute. Et go, c'est parti. Voilà, go. Et alors là, c'est formidable. Là, il se passe, le départ est un moment extraordinaire dans une carrière de sportif, de surfeur. Le départ est donné. Pour Ludo, après des mois de préparation, c'est la délivrance. Un seul objectif maintenant, rallier la ligne d'arrivée avec les meilleurs. Si tu veux obtenir le meilleur du meilleur, le Graal, tu dois partir vite, car les meilleurs partent vite. Partir vite, c'est à double tranchant. La stratégie du Français est claire, rester accroché à la tête de la course. Mais cette stratégie a un prix, la défaillance et l'abandon. Ludo doit absolument rester lucide s'il veut éviter le pire. Les coups durs, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu commences à taper dans tes ressources au bout de 4 heures de course, puisque c'est une course finalement qui se joue dans les 2 dernières heures. Ici, en 1978, la pirogue traditionnelle Hokulea, qui tentait de retracer le parcours d'ancêtres navigateurs polynésiens, chavire. Parmi les passagers, le légendaire lifeguard et waterman Eddie Aikau part chercher de l'aide à la rame, seul avec son surf. On ne le retrouvera jamais. Ce détroit est bel et bien un des plus dangereux au monde. Traverser le redoutable Channel of Bones demande un niveau marin qui n'est pas à la portée de tous. On est quasiment tous des maîtres nageurs sauveteurs, des lifeguards ou des surfeurs. Donc ça crée des liens. Et quand on surfe des océans formés, des grosses vagues, on est obligé d'être un bon rameur et d'avoir une grosse condition physique. C'est comme ça. Les spécialistes de ce course, ils disent finalement c'est une course dure, elle ne dure que 2 heures, mais elle commence à 4 heures. Donc on va ramer 4 heures au plus haut niveau, à la plus haute intensité, en essayant de ne pas trop faire monter son cœur, puisqu'il est là le secret. Il est d'aller vite, sans que ton rythme cardiaque monte trop, et de garder, si tu veux, l'énergie, la concentration, puisque ça demande une concentration pour lire le plan d'eau, pour que les 2 dernières heures, si tu es dans les premiers, et c'est le but, eh ben, tu puisses faire le mieux possible ta fin de course et aller jusqu'au bout. Outrepasser les peurs, maîtriser les risques, gérer la fatigue, pour mieux surfer la houle. Cette énergie mystique qui procure tant de joie. Et que tu as ces bancs de poissons volants qui te passent à côté et que tu sens le surf, puisque c'est littéralement du surf, quand tu arrives à engager ta planche sur la houle de vent, à surfer à peu près entre 12, 15, 20 km/h, on va dire 12, 13, 14 km/h et que tu as les mains dans l'eau, c'est quelque chose d'unique au monde. Voilà, ça c'est. Et tu en oublies la douleur. Alors la douleur, elle arrive, bien sûr, elle est là, mais en général,
Comme on s'est bien préparé, comme je le disais, les douleurs arrivent au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures. À 44 ans révolus, le Français est en bonne position pour réaliser cet exploit. Finir la Molokaï parmi les meilleurs du monde. Il gère sa course à l'expérience et profite de son sens de la glisse pour avancer. Ludo touche au but. Surmonter ses douleurs pour accomplir son ambition personnelle. Plus qu'une course contre la montre, plus que la recherche d'une victoire et d'un trophée, Ludo est revenu à Hawaï, aussi, en souvenir de Karen. Au-delà de la souffrance, les jambes dures comme du béton, Ludovic signe son retour parmi les grands avec un temps de rêve, 5h39. Il termine premier de sa catégorie d'âge et 5e au général. Mais l'essentiel est ailleurs. Il y a 10 ans, j'ai fini 4e en faisant au général une course de fou. Et à l'arrivée, c'est la femme du 3e qui est champion d'Hawaï, qui est très fort, mais qui a fini 3e. Elle est arrivée juste devant, qui m'a remis un collier de fleurs. Je l'ai laissé sécher à la maison depuis 10 ans. C'est important pour moi, je ne peux pas expliquer. Je suis venu ici avec... Il a pris de la maturité, il a pris de l'expérience, comme un ermite qui vivrait dans son refuge dans la montagne. Je pense qu'au début de sa méditation, il ne sera pas le même qu'au bout de 30 ans de méditation. C'est sûr que Ludo, il a pris en sagesse, il a pris en recul sur plein de choses. Mais il a après une force intérieure qui est toujours là. Et je trouve cet appétit de la vie et du bien-être avec les gens qui l'entourent, qui est vraiment assez incroyable. Passé le tumulte et l'agitation hawaïenne, nous retrouvons Ludovic chez lui, quelques semaines plus tard, sur ses terres, parmi les siens. Là, je vais passer à ras. Je vais essayer de bien... Nous sommes dans l'entre-deux-mers et Ludo travaille en toute discrétion sur l'amélioration d'une nouvelle technique dans le monde du surf, le foil. Le foil, ça lui a parlé de suite dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a vu la révolution du foil arriver comme le stand-up, et lui de suite, lui aussi s'est dit non, moi c'est pas forcément pour les vagues, c'est pour me permettre de découvrir une nouvelle manière de profiter des trains de houle en plein océan. Et c'est vrai que moi, la première fois où je l'ai vu, pourtant je pense avoir vu beaucoup de choses en une vingtaine d'années de photos sur le thème de la glisse à travers le monde, mais la première fois où j'ai vu un foil évoluer à côté de moi et où j'ai pu me rendre compte à la fois de la vitesse, de la sensation de glisse apaisée et apaisante qu'il y avait avec cet engin-là, c'était une vraie révolution. Mais cet outil révolutionnaire est aussi très technique et demande un apprentissage poussé. C'est ici le début d'un long travail de recherche qui lui prendra des années. À l'aide d'un hydrofoil placé sous sa planche, Ludovic cherche ici, sur le Mascaret, cette onde lunaire, à prendre de la hauteur pour s'affranchir des contraintes. La recherche d'une glisse libre et parfaite. Il y a eu un beau vol là à la fin. Là. Ouais, écoute,
pas mal. Après, je savais qu'elle était technique. Tu as vu les changements de rythme? Donc effectivement, ça nous permet de... On va pouvoir continuer de bosser, et d'améliorer notre avion, quoi. Voilà, donc c'est très positif. Moi, je suis content d'avoir fait ça aussi, d'avoir vécu ça. C'est quand même du privilège. Top niveau. Tu passes des sections et tu te retrouves dans des endroits. Le but, c'est quand même d'être en vol. Ouais. Léger, même si tu n'es que là, ouais. Tu es là. Mais ça progresse. Ça progresse. On avance. La hauteur de main, c'est bien. Voir chouïa un peu plus court. Voilà. C'est vraiment le plaisir, l'éclate. Et ça, tu peux le trouver tu l'as nulle part ailleurs, ça. Voilà. Nulle part ailleurs, tu as ça. C'est un privilège. Je remercie la vie, je remercie la nature, je remercie ma famille et mon oncle de m'avoir inculqué ça, parce que c'est comme ça qu'on a besoin d'exemples. Et les exemples amènent à se dépasser, à faire. Je ne l'aurais jamais fait si il n'y avait pas des gens qui l'avaient fait avant, si on ne m'avait pas initié à la pêche dans le fleuve, voilà, puisque je venais pêcher, moi. Alors pour la petite anecdote, et je ne pense pas dire trop de bêtises, de ce côté nous sommes en Gascogne, de ce côté nous sommes en Guyenne. Voilà, alors c'est séparé par un pont, mais culturellement ça se retrouve dans l'architecture, dans les mœurs, dans l'agriculture, dans les caractères, voilà. Mon oncle il habite de ce côté, et voilà, et je suis né de ce côté aussi, tiens d'ailleurs. Voilà, donc mon oncle a toujours pêché. Jean-Pierre, mon oncle tonton d'Oros, je suis appelé depuis petit, il est un spécialiste de la lamproie, spécialiste de l'anguille en Garonne et en entre-deux-mers, spécialiste de la pibale, il n'y en a plus, il y en avait beaucoup à l'époque, et je me souviens petit d'aller à la pêche, à la chasse avec lui, et là on est quelque part un petit peu dans un mode de chasseur, c'est-à-dire on vient chasser quelque chose, on essaie de s'approcher, comme tu le vois, de la bête. Il y a des risques, pas faire trop d'erreurs. Voilà, donc ça me touche. Le fait d'avoir grandi pas loin, j'ai quasiment appris à nager dans le fleuve aussi. Et puis c'est la période souvent des vendanges, de l'amitié, et moi du relâchement aussi sportif. Donc tout ça signe aussi une période de plaisir, de relâchement, d'amitié avec les amis d'enfance, les amis que tu as vus tout à l'heure sur la vague. On était au lycée ensemble. Hop. Je vais poser ça tout seul. Au-delà du fait qu'il ne soit pas simple, c'est quelqu'un qui a une sensibilité que les gens ne soupçonnent pas, mais qui est, je trouve, fascinante, et une sensibilité que l'on ne retrouve pas forcément dans son activité principale, dans son activité de glisse, on va dire, mais sa sensibilité, on va la déceler par exemple dans son rapport avec le milieu du vin. Lui s'est pris de passion pour ce milieu du vin, et au fur et à mesure des années, il s'est investi davantage dans ce milieu-là, et puis il a fini par être maître de chai, une année pour Thibaut d'Espagne, à faire un des meilleurs vins de Thibaut, qui s'appelle Girolate, qui est une cuvée exceptionnelle, et c'est donc Ludo qui a géré l'évolution et la mise en pratique de ce vin, de ce projet-là. On sort les entrepreneurs en mois de mai. Il y a un lien fort, c'est-à-dire que moi, grâce à la famille d'Espagne, j'ai découvert le vin. Et j'ai toujours su que je ferais quelque chose avec ce fruit qui était bleu, je le dessinais bleu. C'est bleu. C'est fort. Bleu. Après, ici, il se détend un peu. De toute façon, ici, nous, on aime boire et manger. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et puis, on aime bien les petites grillades au sarment. Et puis, il boit du vin. Moi, j'ai vu Ludo, avant des grosses courses, se taper 1 ou 2 bouteilles de pinard. Et c'est rigolo d'aller faire le marché avec Ludo, parce que il a ses petits fournisseurs, ses petits chouchous. Il aime le bon produit, si tu veux. Mais après, je pense que quand il fait le sport à bloc chez lui dans le Pays Basque, je pense qu'il mange bien, il mange très bien, je pense très bien. D'ailleurs, il cuisine bien. Enfin, je mange bien. Nous, on mange plus gras, qu'est-ce que tu veux, c'est comme comment ça. joindre l'utile à l'agréable. À l'époque, on travaillait le mental. Et là, on a vécu pas mal de choses ensemble avec Ludo, donc le vin, déjà, il aime ça. Et il a été très bon en dégustation. Ludo aurait pu être un des meilleurs œnologues ou producteurs de vin, il est très doué. Il est très doué en cuisine, il a les accords, il a le sens des accords, des sucres, acidité. Donc je pense qu'il est vachement attaché à la région, il connaît très bien ma famille. Il aime bien revenir en Gascogne, en Nord-Gascogne. Ça lui fait du bien de quitter un peu l'océan aussi, qui est un milieu peut-être un peu étouffant, donc ça lui fait du bien de venir ici.
Et puis, ouais, on se ressource ici, on est au calme, il y a du silence, on est au milieu des vignes. Le surf qu'on fait ici, c'est complètement improbable, c'est un voyage complètement, c'est hallucinant. Et ouais, ça lui fait du bien, ça lui change les idées un peu de sortir de l'océan et de la côte basque ou la côte landaise pour venir chez nous dans l'entre-deux-mers, profiter de la vie, manger, boire, rigoler. Et puis peut-être prendre quelques kilos, mais ça lui permet de se ressourcer et puis de voir les choses un peu différemment et de tester du matériel. Donc ouais, je crois qu'il adore venir ici et nous on est contents de le voir venir. Au calme, à l'abri de regard, le waterman accorde, goûte, équilibre sa glisse comme un chef cuisinier. Toujours en quête de nouveaux territoires d'expression. Donc c'est tout ça, et le côté aventure, et le côté campement, sans embêter personne, et en dehors des sentiers battus. Parce qu'on est complètement en dehors des sentiers battus. Voilà, dans un cadre naturel, pour moi, selon moi, extraordinaire, parce que riche par rapport à ce qu'on a dit. Riche culturellement, riche ludiquement, riche gastronomiquement parlant, voilà. Donc il y a un petit peu tout ici. Inutile de voyager loin pour trouver le Graal. L'histoire des Mascarets, c'est parti de notre rencontre dans les milieu des années 90, dans l'entre-deux-mers où l'on faisait les vendanges. Donc la définition même de l'entre-deux-mers, c'est que ça se situe entre deux rivières que sont la Dordogne et la Garonne. Et dans ces deux rivières remonte le phénomène du Mascaret. Et très très jeune, on a été amené à aller le voir, essayer de le comprendre. Et puis petit à petit, cette vague nous a charmés, comme on dit. Et ça nous a pris plusieurs automnes avant de comprendre le phénomène, de comprendre les vagues et de comprendre l'intérêt que ça représentait pour la glisse. Donc il a fallu trouver de nouvelles planches. Petit à petit, on en est arrivé à se rendre compte qu'il y avait un terrain de jeu vraiment, vraiment unique. Cette expérience unique, Ludo et Greg, son partenaire photographe indissociable, l'ont vécue ensemble. De toutes les expéditions, de toutes les découvertes, c'est bien celle du Mascaret qui les a le plus rapprochés. Ici, athlètes et photographes se rejoignent. Ludo n'est plus uniquement un sportif, mais le peintre d'une composition visuelle inédite. Ludo, il a une formation un peu artistique, il a fait des études d'histoire de l'art, donc il évolue dans ce milieu-là sans problème. Bonne connaissance en peinture et en sculpture. Et je trouve que dans notre travail, dans notre échange que l'on a eu au fur et à mesure des années, cette dimension artistique dans notre recherche de la photo parfaite, entre guillemets, il a toujours saisi, toujours compris, toujours encouragé à aller un peu plus loin. Et donc pour moi, c'est du bonheur de pouvoir se sentir soutenu et puis que ça soit un échange comme ça des deux côtés. Surtout quand on commence comme lui à envisager l'océan en lui-même comme un spot potentiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste bloqué sur le trait de côte. Un détroit entre deux îles ou entre une île et un continent, il y trouve un terrain de jeu extraordinaire alors qu'un surfeur n'y verrait qu'un espace vide. Donc pour nous, c'est une approche du coup des océans, des archipels, qui est complètement unique. Mais parmi tous les voyages que j'ai faits, donc comme je disais, en Afrique, dans certains archipels de l'Atlantique, j'ai pu envisager des traversées et j'aurais jamais pu vivre autrement avec un surfeur lambda. Ludovic n'est donc pas un surfeur lambda, c'est un waterman. Ces amoureux de l'eau, infatigables touche-à-tout, qui adaptent leurs outils en fonction des conditions océaniques. Surf, paddleboard, stand-up paddle, voile, foil ou body surf, il faut tout goûter pour apprécier. Soif de vivre, plaisir simple de la glisse, avec désormais Aurélie à ses côtés, Ludovic est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Sur un de nos derniers voyages dans l'Atlantique, on travaillait sur du stand-up
Donc beaucoup de stand-up, de sessions de stand-up sur des vagues un peu classiques pendant 3-4 jours. Et puis le 5e jour, je crois, on a eu des conditions un peu différentes. Et je connaissais bien cet endroit et je savais qu'il y avait un endroit de cette île-là, un spot incroyable pour faire du body surf. Donc c'était pas du tout prévu, mais j'ai proposé à Ludo en disant voilà, on va changer un peu de stand-up, je pense qu'on pourrait aller là-bas pour faire quelque chose en body surf, il y a moyen de profiter de cet endroit, de la lumière, des conditions. Et Ludo de suite m'a dit banco, on y va, et je sais pas, en quelques heures on a réussi à avoir ce que l'on cherchait. Encore un moment qui s'est offert à nous, et à la fois lui et moi, de suite on s'est raccordé sur un nouvel objectif par rapport aux éléments qui s'offraient à nous. Dans sa soif d'apprendre, le waterman arrive encore et toujours à surprendre, même ses plus fidèles partenaires. Il nous a parlé de ça de manière assez détachée, comme il fait toujours, en disant qu'il y avait un nouveau terrain de jeu et qu'il serait ravi de nous le faire partager. Et donc, en ayant repéré un petit peu sur Internet, on s'est rendu compte que oui, le potentiel paraissait vraiment intéressant, que ce soit au niveau des vagues, mais aussi au niveau des lieux, de l'histoire, de ce qu'il y avait à saisir de cet héritage maritime. Et pour moi, c'était quelque chose que j'adore, de pouvoir explorer des lieux comme ça insolites. Ludovic décide d'une expédition au large des côtes françaises, là où personne n'imagine un surfeur. C'est ici, au cœur des dépressions et du chaos des vagues, qu'il trouve son équilibre intérieur. Contraste saisissant du calme au beau milieu de la tempête. De ses premiers essais dans la baie de Saint-Jean-de-Luz en 2014 jusqu'à ce jour, Ludo a perfectionné son art. Maintenant, en pleine maîtrise, il peut ouvrir la porte à ses rêves les plus fous, les plus beaux. En quelques jours de pratique, il est arrivé à maîtriser les différents fonds et notamment les vagues qui déferlent autour de ce célèbre fort, qui sont à mon avis très très durs à surfer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait été capable d'en profiter comme il en a profité. Et lui, en quelques heures, a réussi à comprendre comment la vague fonctionnait, quel intérêt il pouvait en tirer avec son foil. Et donc on a assisté à un spectacle complètement insolite. Et j'ose même pas imaginer ce que les ancêtres de l'époque qui ont construit ce fort auraient pu dire s'ils avaient vu un jour passer un gars comme Ludo sur son foil 400 ou 500 ans après. Je suis nourri par les bonnes sensations, par la liberté, par faire les choses différemment. Comme un artiste libre d'expression, libre d'expérimenter. Moi, je fais des expériences, je souhaite vivre des expériences. Quand aujourd'hui on parle donc de freeride, ça fait rêver tout le monde, c'est génial, c'est l'aboutissement ultime. Mais on est filmé. En image, c'est flagrant. On voit de suite. On voit de suite si ça sonne bien, ça sonne pas bien. Et on peut rien cacher. Voilà, j'aime créer, j'aime me sentir libre, mais responsable, et j'essaye de donner toujours le meilleur de moi-même, sans me comparer aux autres.
puis on avait un petit deal entre nous avec Karen. C'est t'iras où, tu vas pousser. Donc elle m'a aidé à me dépasser et à faire mon parcours sportif dont je suis fier. Je ne vais pas me comparer à qui que ce soit. Je suis fier d'avoir pu donner des choses en moi que je ne soupçonnais pas. Voilà, c'est tout. Sans comparaison, sans résultat. On va sortir de là complètement, puisque j'en sors petit à petit. Et c'est vrai que sans cette épreuve, il n'y aurait pas eu ça. Et jusqu'au bout, Ludovic est resté fidèle à son rêve. C'est ce rêve qui l'a aidé à traverser. Fidèle à son rêve et fidèle à lui-même. 5 années se sont écoulées depuis le début de ce film. Ludo a changé. Plus calme, plus serein. Le temps du deuil et des larmes est passé. Vient celui de la renaissance. Il a fait les screenshots et tout. Ah ouais, c'est ça. Heureux, aimé, entouré, Ludovic ne craint plus le regard des autres. Il peut enfin s'affranchir des règles et rêver d'une glisse libre et pure. Sans GPS ni chrono, pas d'adversaire à dominer, c'est seul que Ludovic s'élancera de l'île de Tenerife pour tenter de rejoindre 38 km plus loin celle de la Gomera. Ir al mar a las 11, algo así. A las 11, perfecto. ¿Ok? Vale, gracias. Pues gracias a ti. Gracias, Nos vemos mañana. Gracias. Comme un alpiniste ouvre une nouvelle voie, comme un skieur trace une nouvelle ligne en hors-piste, Ludo, grâce au foil, s'offre un challenge inédit, encore impensable, il y a seulement quelques années. Traverser seul entre 2 îles, en surfant les houles du large. Ce qu'on a eu de la chance de partager avec lui le printemps dernier, c'est, je pense, l'aboutissement d'un rêve pour beaucoup de monde, de ce que l'on appelle les waterman, c'est-à-dire être à l'aise en plein océan, en totale harmonie avec les éléments. Ce moment en Canaries, c'est un aboutissement, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça un matin par surprise. Donc ce parcours, je sais qu'il s'y est fait très peur il y a quelques années, il a même failli y rester en fait tout seul au large. Et donc quand on commence à se retrouver en pleine mer, tout seul sur un engin en pleine tempête, même dans des eaux chaudes comme aux Canaries, s'il arrive un pépin, il n'y a plus personne pour vous aider. Et donc en gros, c'est soit tu nages, soit tu crèves, quoi. Et donc lui, il s'est retrouvé à plusieurs kilomètres en pleine mer au large, avec personne autour de lui, et donc il a vu un peu sa fin arriver. Il est conscient des éléments, il est conscient de ce qu'il y a autour de lui, et de ce que ça implique quand on prend la démarche d'aller les affronter de manière autonome. Au bout de ce long périple, Ludovic laisse derrière lui cette épreuve de vie et peut enfin prendre son envol. Partir, réaliser son rêve de liberté sportive, émotionnelle, spirituelle. Moment dans la vie où on ne comprend pas trop ce qui se passe, et là ça a été un peu le cas. Ludo s'est retrouvé, alors que l'on n'était pas très loin de la côte, mais s'est retrouvé entouré de dizaines, voire peut-être de centaines de dauphins qui l'ont accompagné, mais accompagné à un point perturbant, c'est-à-dire que les dauphins jouaient sur son aile de foil, et il sentait les vibrations des dauphins dans son foil, ça lui était jamais arrivé. Et puis au bout d'un moment, nous on était à côté, on a vu les dauphins qui ont commencé à sortir de l'eau, à sauter, et on avait vraiment l'impression qu'il y avait une osmose entre Ludo et les dauphins, et c'était incroyable. Là, ça devient un peu, pas de la science-fiction, mais presque, quoi. De voir un homme comme ça, fuser sur l'eau à la vitesse des oiseaux ou des dauphins,
Nous, on était à fond sur un Zodiac très puissant et on avait du mal à le suivre. Et lui, il faisait pas un bruit et il était juste en pleine extase, en train de voler sur l'eau au milieu des oiseaux marins. C'était surréaliste, quoi. Voilà, c'est une évidence, une certitude pour moi, mais je pense pour lui aussi qu'il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix, il a trouvé la bonne manière de surmonter tout ça et voilà, d'en faire une force et de pouvoir l'affronter et en parler maintenant. Il arrive à en parler. Pendant des années, il n'arrivait pas à en parler. C'est un signe aussi qu'il a accepté. Donc, mais il ne faut pas croire que... Enfin, je pense qu'on aurait été tous pareils. Quand on subit un tel drame, c'est pas évident de s'en relever. Il y a des gens, ils s'en relèvent pas de toute leur vie. Lui, il s'en est relevé malgré tout assez vite. Et voilà, il a su rebondir, aller de l'avant. Et je pense que, ouais, elle serait fière de ce qu'il a fait. Voilà.